20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. D'otages avec demande de rançon font souffrir les populations de Touboro. Elles viennent de se voir une fois de plus traumatisées par l'autorité administrative qui n'a pas voulu les écouter alors qu'elles menaient une manifestation devant les services de la sous-préfecture pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une attaque du diable contre un peuple sans défense. Cérémonie de récompense du Ballon d'Or camerounais. L'événement qui s'est déroulé hier samedi en direct sur Canal 2 International a livré le meilleur joueur du football camerounais, Marou Swabou, qui a décroché le Ballon d'Or camerounais 2022. Son portrait dans ce 20h. Savez-vous que le stress lié au travail peut entraîner la mort? Savez-vous que l'épuisement émotionnel en milieu professionnel peut conduire au suicide? Eh bien, le 20 s'intéresse ce soir à un mal très peu connu, mais qui fait de nombreux ravages dans les entreprises. Vous le saurez dans un instant. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal en sport avec cette note d'actualité en football justement. Le Cameroun et l'Angola se neutralisent à Yaoundé. Les Lions indomptables de moins de 23 ans et les Antilopes ont fait jeu égal, 0 but partout cet après-midi au stade Amadou Ahidjo en match retour du deuxième tour préliminaire de la CAN U23. Mais le Cameroun est qualifié pour la phase 3 grâce notamment à sa victoire, 3 buts contre 2 en match aller. Nous y reviendrons. Et toujours en sport, et je vous le disais en titre il y a un instant, Marou Swabou décroche le Ballon d'Or camerounais après une saison 2021-2022 accomplie. La cérémonie s'est déroulée hier, 29 octobre, à Yaoundé, en présence d'un parterre d'invités. Le jeune attaquant de 22 ans est déjà présenté comme un espoir certain du football camerounais. Voici son portrait avec Joël William Job 3. À seulement 22 ans, Marou Swabou inscrit déjà son nom en lettres d'or dans les annales du football du pays des Lions indomptables en obtenant le prestigieux Ballon d'Or camerounais. Le gaucher, né en décembre 2000, s'est vu décerner le prix ce 29 octobre 2022 à Yaoundé des mains du président de la Fédération camerounaise de football. Formé à Renaissance de Guidère dans la région du Nord, Marou Swabou démarre sa carrière de footballeur en Ligue départementale. Ses talents de buteur tapent dans l'œil des dirigeants de Coton Sport qui le recrutent. L'attaquant de 1,81 m pour 67 kg fait ses débuts avec Coton en 2018. Marou Swabou se révèle au public camerounais lors de la saison 2020-2021 avant d'éclabousser la saison 2021-2022 de tout son talent. 19 buts marqués, toutes compétitions confondues, il réalise le doublé Coupe Championnat et est élu homme du match de la finale de la Coupe du Cameroun après avoir inscrit le but victorieux. Le trophée du Ballon d'Or camerounais arrive comme une consécration, récompense de tout le travail accompli. Discret mais efficace, l'attaquant fêtera ses 22 ans le 3 décembre prochain avec un Ballon d'Or dans son armoire, peut-être le premier d'une longue série. Toujours en football, Stade Rennais a joué son premier match de la saison hier à Douala. On parle de la MTN Elite One. Autant le dire ainsi, malgré la victoire, 1-0 sur Avion Academy de Douala, l'équipe du Mongo souhaite retourner jouer à domicile. Le récit de David Sanjo et de Luciano Djankou. Pour son premier match à domicile, Stade Rennais de Melon joue à Douala. Pourtant, le club du département du Mongo avait reçu la visite de la commission de validation du stade municipal, mais va encore attendre pour jouer à la maison. Il y a une commission qui est partie de Yaoundé et a fait le travail dont nous attendons encore le résultat parce que c'est sûr que les matchs prochains, nous allons jouer à domicile. Et ces populations attendent de pied ferme leur équipe à domicile.
Ce dimanche, Stade Renard a livré sa rencontre au stade annexe numéro 2 de Japoma face à Avion d'Uncam. Une victoire 1-0 qui sanctionne la rencontre au terme de 90 minutes face à l'équipe de Douala. Les poulains de Olivier Nankam marquent l'unique but à la 75e minute de jeu par Raymond Fosso. Il inscrit ainsi son premier but de la saison. On est encore en train de mettre une équipe sur pied. Ce n'est pas facile. Avec le fait qu'on ait commencé la préparation un peu tard et les conditions climatiques aussi qui ne nous facilitent pas la tâche. Mais on essaie quand même de s'adapter autant que possible. La deuxième journée s'annonce dimanche prochain. Les supporters souhaitent revoir leur club dans leur stade mythique de la ville de Melon. On attendait le verdict de la commission. Donc ça ne nous dérange pas. Mais nous, on sait que le prochain match, probablement, nous, on doit jouer chez nous. Avec 2 victoires et 1 match nul, Stade Renard de Melon totalise 7 points au classement général dans sa poule. Championnat NTM Elite One, les matchs de la 3e journée se sont disputés ce week-end dans différents stades du pays. Focus sur le canon sportif de Yaoundé qui a encore été tenu en échec hier samedi par Eding Sport de la Léquier sur score 0 but par tour. Anissé Boudier et Samuel Ebakissé. Pas de vainqueur au stade de Ngouekele ce 29 octobre. Canon sportif de Yaoundé est tenu en échec 0 but partout par Eding Sport de la Léquier. Le PACOM reste sur une série de 3 nuls en autant de matchs disputés cette saison en championnat de première division. Mais l'équipe garde sa sérénité. Le championnat, il est long. Donc c'est vrai qu'on perd des points et puis les autres avancent. Donc on va continuer à travailler. On sait que notre gros problème, c'est l'attaque. On va tout faire, n'est-ce pas, pour dans les prochaines rencontres retrouver le chemin des filets. Eding Sport de la Léquier, lui, compte désormais 4 points après ses nuls contre le Canon. Le club ne veut surtout pas perdre de vue son objectif cette saison, remporter le titre. Nous sommes à notre 3e match depuis le début de la préparation, 2e match de championnat et un seul match de préparation. Du coup, nous n'avons pas eu le temps de voir totalement notre effectif en situation réelle. Ce n'est pas une excuse qu'on cherche, mais on découvre beaucoup de joueurs le jour du match. Et on se contente uniquement de la semaine d'entraînement. Mais maintenant, puisqu'on a ce genre d'informations, on va trouver d'autres solutions pour mieux réfléchir et pouvoir prendre une décision pour pouvoir faire confiance à nouveau à un joueur s'il doit entrer dans le 11 entrant. Au classement provisoire de la poule A, Eding Sport est 3e avec 1 point d'avance sur le Canon de Yaoundé, 5e. Un groupe toujours dominé par la colonne sportive du Djaïlobo, leader avec 7 points. Des manifestations contre les prises d'otages avec demande de rançon à la sous-préfecture de Touboro, dans la région du Nord. Les manifestants sont descendus pour se faire entendre par l'autorité administrative, sauf qu'ils ont été conduits sans ménagement, comme le montre ce reportage d'Eringueli. L'esplanade de la sous-préfecture envahie par les populations. Des forces de l'ordre sorties en nombre afin d'éviter toute escalade. Nous sommes à Touboro, vendredi matin. Ces manifestants disent être venus porter un message à l'autorité administrative relativement à la spirale d'insécurité qui accourt dans l'arrondissement, notamment dans le Migrant Nord, où des preneurs d'otages sèment la terreur dans les villages et les champs avec des rançons qui n'en finissent plus d'être remis aux malfrats. Hier dans la nuit, ces malfrats ils sont entrés dans notre village, Mayumbi. Ils sont entrés chez nous, ils ont pris 2 personnes, ils ont tiré sur nos 2 villages. Et chaque fois, on fait appel au sous-préfet. Et le sous-préfet, lui, il fait croire au gouvernement que la sécurité est maîtrisée dans la région de Touboro, dans l'arrondissement de Touboro. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et ce matin, nous sommes venus à la sous-préfecture pour présenter notre doléance. L'accueil de l'autorité administrative n'a toutefois pas été celui escompté, témoignent les protestants. Nous, qui étaient là pour réclamer, pour demander le secours du sous-préfet, on a été massacrés. Décision de nous tabasser maintenant parce qu'on revendique nos droits. Il y a quelques jours, nous diffusions un reportage sur le comité de vigilance de Mayombi. Une liste de 18 victimes dénombrées depuis le début de l'année nous avait alors été révélée avec 3 personnes encore à captivité.
Et des tonnes de médicaments saisis dans la ville de Douala viennent d'être détruits, en présence du sous-préfet de Douala 2e. Le sous-préfet annonce d'ailleurs d'autres mesures plus sévères contre les vendeurs illicites de médicaments. Samuel Bayra. Dans la fourmilière des vendeurs illicites de médicaments, Stéphane Kendiana, sous-préfet de Douala 2e, frappe un coup de pied. Chacun en ce qui le concerne dans la lutte contre la vente du médicament, la vente illégale du médicament. Donc, une fois les instructions reçues, les responsables de maintien de l'ordre et nous-mêmes nous sommes déployés sur le terrain pour essayer de maîtriser le phénomène qui avait tendance à prendre de l'ampleur. Ce matin, au point d'incinération de Yopoué, des flammes sont jetées sur 7 tonnes de médicaments saisis dans la ville de Douala. La saisie de ces médicaments qui peuvent être évalués de façon simple à peu près une vingtaine de millions. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de féliciter ici les forces de maintien de l'ordre. S'adressant aux vendeurs illicites de médicaments, selon Stéphane Kendiana, le temps n'est plus à la clémence. La lutte n'est pas terminée, ça c'était juste un premier stock. Nous allons continuer à les traquer. La commercialisation des médicaments illicites interdite. Dans les rues de Douala, les habitudes ont la peau dure. Et autre sujet dans ce 20h, des discours haineux et autres dérives nées de l'émergence des NTIC dans le viseur des acteurs de la société civile, le ham, l'éducation aux médias et à l'information, une pratique qui devrait, selon des experts, rétablir la confiance des consommateurs et les permettre de naviguer sereinement. Karen Mezachachoya et Samuel Ebakissé. S'il est vrai que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont des clics positifs, ils ont également des bugs. Discours haineux, désinformation, cyberviolence, dépravation des mœurs sont entre autres dangers nés de l'émergence du numérique dans le monde. Le Cameroun est également classé dans le fichier des pays touchés. L'éducation aux médias et à l'information, présentée par ces experts comme la clé pour offrir aux surfeurs des armes pour transformer leur espace positivement. Pour les nombreux producteurs d'informations et de contenu médiatique, elle donne la capacité de prendre en compte des impacts et de savoir communiquer dans un monde multiculturel sensible. La confiance entachée par la difficulté des gouvernements à juguler ces fléaux aussi pourrait être rétablie. C'est sur cette thématique que naviguent les maillons de la chaîne ici mobilisés. L'accent sur les défis et aussi donc discuter ensemble des initiatives, des réponses pour renforcer les capacités des jeunes et des différents acteurs sur les questions d'éducation aux médias et à l'information. Cette conférence vient clôturer la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, célébrée pour la 4e fois au Cameroun. Et en économie, dans la sous-région Afrique centrale, les États serrent la ceinture. La 33e session du Conseil des ministres de l'UEAC vient d'arrêter la somme de 72 187 262 433 francs CFA en guise de budget pour l'exercice 2023, soit une baisse de près de 3 milliards par rapport à l'année dernière. Janice Kamgar et Constant Kamgar. Les prévisions budgétaires de l'Union des États d'Afrique centrale ont été arrêtées à la somme de 72 187 262 433 francs CFA. Une somme en baisse de 3,91%, soit 2 937 874 000 francs. Tous les textes ont été adoptés, sauf un texte qui est la directive sur la filière bois, pour une raison simple. Il y a un coût fiscal énorme. En dépit d'un contexte économique incertain et morose au plan mondial, la sous-région veut faire front. Un plan de riposte basé sur l'industrialisation des produits du cru est donc en gestation. Les crises récentes nous interpellent à renforcer cette solidarité et à développer une industrie communautaire beaucoup plus résiliente, beaucoup plus diversifiée, à assurer certainement une meilleure souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il est question du bois. Demain, ça peut être le manganèse. Puisqu'on sait qu'en économie, plus le processus de production est long, plus il y a la valeur ajoutée. Donc nous avons intérêt
à industrialiser nos produits avant de les renvoyer à l'exportation. En matière des charges, les prévisions observent une tendance haussière par rapport à 2022 car prennent en compte les acquisitions liées à la gestion du personnel au sein de la communauté. Le terminal en conteneur du port autonome de Douala se dote du matériel flambant neuf pour les opérations de liaison entre le parc et les navires. La vingtaine de tracteurs portuaires vient d'être réceptionnés à Douala. David Sanjo et Thierry Nana. Au total, 20 tracteurs portuaires acquis par la régie du terminal à conteneurs. Ceci vient booster le trafic et accélère les délais de déchargement. Dans leur rôle, il permet de faire approcher ou évacuer les conteneurs d'un point à l'autre du terminal. Ils participent à plus de 90% des opérations dans le terminal, vu qu'ils sont concernés par les opérations de débarquement, d'embarquement, de transfert et puis des opérations internes de visite douane et même de préparation d'escale. Capables de tracter 80 tonnes, ces engins améliorent le rythme de travail et possèdent d'ailleurs des terminaux embarqués pour les statistiques. Avec ces équipements, nous pourrions améliorer nos cadences de manutention, qui sont aujourd'hui autour de 28 mouvements à l'heure. Nous pourrons aller jusqu'à 30, 35, voire 40 mouvements à l'heure sur les opérations navires. Ces engins s'ajoutent aux 15 autres déjà fonctionnels sur la place portuaire de Douala. En éducation, les anciens étudiants de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales se sont réunis hier à Douala. C'était dans le cadre de l'Assemblée générale et nationale de leur association. L'objectif étant de saluer le travail de cette école située à l'université de Douala. On voit cela avec Alain Gislin Kanga et Henri Tinda. Et ils ont répondu présent pour célébrer la réussite de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales depuis 40 ans. Les membres de l'association réunis lors de l'Assemblée générale samedi à Douala ont voulu marquer le coup. Ça, c'est un rêve que tous les diplômés de l'ESSEC ont caressé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, nous avons décidé de tenir notre Assemblée générale pour non seulement fêter les 40 ans des diplômés de l'ESSEC, mais aussi et surtout pour nous revisiter nous-mêmes. Il était surtout question de faire un bilan de leurs activités et de poser les jalons d'un nouveau départ. Et cela passe par l'exploitation à bon escient des compétences de chaque membre. Toutes ces compétences que nous avons, nous nous retrouvons autour d'un cabinet qu'on va appeler le cabinet 2A experts, chacun dans son domaine. Et lorsque une entreprise du groupe a une difficulté, nous allons vers eux et puis on dit, écoutez, nous allons vous aider. Le management, la gestion des ressources humaines et le financement sont les secteurs concernés. Les 2A se démarquent dans pratiquement tous les secteurs. L'école de commerce a produit des bons produits, puisqu'on a fait marketing, des bons produits qui accompagnent la modernisation de notre pays. Donc je suis heureuse d'être là, heureuse d'être aussi le témoin de cette chaîne de solidarité qui va se mettre dès aujourd'hui en place pour consolider les acquis, poursuivre l'accompagnement du chef de l'État dans la modernisation de notre pays. L'ESSEC, depuis 40 ans, a déjà formé plus de 8000 diplômés. Porteurs de l'économie nationale, ils s'engagent à continuer à la bâtir, mais cette fois dans la lumière. Avoir une santé mentale optimale au travail permet à l'employé de donner un rendement de qualité. Mais l'épuisement émotionnel en milieu professionnel entraîne vers la perte de l'employé, mais aussi vers celle de l'entreprise. De nombreux travailleurs souffrent d'un burn-out, mais n'en parlent surtout pas. Du moins, ont peur d'en parler ou bien craignent d'en parler, disons-le ainsi, ou du moins n'ont pas le temps d'en parler. On voit cela avec Alain Gislin Kanga, qui a pris part à la dédicace de l'auteur Memaris Macha. Reportage. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais surtout il y a la santé avant toute chose. La grosse interpellation à travers cet ouvrage, c'est de dire stop. Stop à la mort lente due au mal-être. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir suivre le protocole. La santé mentale est un sujet préoccupant au sein des entreprises.
Le livre de Mémaris Machia révèle que 91% de personnes en France estiment que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. 71% de salariés qui ont fait face à cela ont envie de changements profonds et 85% déclarent que l'amélioration du bien-être mental renforcerait leur fidélité à leur employeur. Il y a beaucoup d'ignorance encore tout autour, mais de bonhomme à l'an, il y a beaucoup de plateformes qui se lèvent pour faire la promotion de la santé mentale afin que ce soit démystifié, que ce ne soit pas vu comme la maladie mentale, parce qu'il y a une très grande différence entre la santé mentale et la maladie mentale. La cérémonie de dédicace du livre intitulé « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un burn-out » a permis de révéler les nombreux dangers liés à l'épuisement émotionnel en milieu professionnel. Avec la formation et ces merveilleux livres que nous venons d'écrire, je viens de me rendre compte en fait que je suis en train de souffrir d'un burn-out et que je ne m'en rendais pas compte. L'ouvrage d'une centaine de pages offre aux lecteurs les connaissances sur la santé mentale, mais aussi les mécanismes d'un meilleur épanouissement en milieu professionnel. Des médailles d'honneur de travail pour le personnel méritant du Palais des Congrès de Yaoundé. Ils sont 23 au total à avoir reçu ces distinctions des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui a présidé la cérémonie calquée sous le signe de la célébration de l'an 40 du Palais des Congrès de Yaoundé. Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or. En tête des personnels qui se sont démarqués par leur performance professionnelle, le directeur général Christophe Mienzok se voit épingler ses médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la nation reconnaissante. Je veux dire que la structure que vous servez reconnaît ce que les services, les bons et loyaux services que vous êtes en train de rendre. Ces collaborateurs qui ont fait montre de dévouement aussi récoltent le fruit d'un dur labeur. Très fier, honoré d'être témoin de cette histoire, les 40 ans de ce haut lieu de la culture du Cameroun. 23 agents de toutes les strates du Palais des Congrès de Yaoundé célébrés. Parfaite illustration des bienfaits du dialogue social implémenté au sein de cette institution. Je voudrais donc vous inviter à continuer dans la même lancée. Vous n'avez pas eu besoin de marcher, de courir, de gréver pour l'obtenir. Il n'y a que le dialogue qui compte et qui est vrai. Ces mots d'encouragement galvanisent le personnel qui, pour être en forme au soir de la coupure du gâteau de la structure qui les emploie, font de l'exercice. Une marche sportive organisée ce 30 octobre à Yaoundé, rythmée par la fanfare de l'Institut national de la jeunesse et des sports et ponctuée par des étirements. Je suis en forme comme le Palais des Congrès, surtout après cette marche sportive. Il fallait bien commencer par cette remise en forme physique. Les festivités marquant l'an 40 du Palais des Congrès de Yaoundé sont donc lancées. Placées sous le haut patronage du président de la République, elles se dérouleront du 1er au 4 novembre prochain sous le thème « Le Palais des Congrès, 40 ans au service du rayonnement politique, social, culturel, économique et diplomatique ». 20h. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous samedi et dimanche. À très bientôt.